Salut. Donc, petite vidéo de présentation en fait de ma config de trading. Bon, alors je suis pas un grand trader, mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai compris et ce qui fonctionne à peu près pour moi. Ça sera forcément adapté chez vous et ça sera peut-être d'ailleurs complètement différent de ce qu'on a pu vous conseiller par ailleurs. Moi, c'est comme ça que j'ai construit ma façon de trader par rapport à ce que j'ai pu lire, apprendre un peu à droite à gauche, rajouter, retirer des éléments au fur et à mesure que je progressais, etc. Je vais commencer par la partie la plus visuelle et la plus simple à comprendre, le Auction Vista de Jigsaw. Alors, le Auction Vista, en fait, lui, il ne va pas me servir à trader, par contre, il va me servir à déterminer mes zones d'intervention assez rapidement. Euh, Typiquement, il va me permettre de repérer des brackets assez rapidement. Là, on a un bracket, si je décidais par exemple de jouer un short là-dessus, soit j'irai chercher le short après qu'on casse le bracket, soit j'irai chercher une position short un peu plus haut, donc j'irai l'acheter par exemple ici dans la zone des 42,89 ou 42,89,50, pardon. Voilà, ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, je me dirais, bah tiens, si le prix remonte à cet endroit-là, à ce moment-là, j'irai voir ce qui se passe dans le dôme, j'irai voir ce qui se passe ailleurs, et ça m'intéresserait. Une autre fonction qui est hyper intéressante, moi, qui m'aide beaucoup, en fait, c'est qui rend en fait la profondeur du marché très visuelle. C'est-à-dire que là, typiquement, on voit qu'il y a un ordre énorme qui a été absorbé. On voit qu'ici, il y a un ordre assez sympa qui a été pull. Et dans le dôme, si je vais retourner dans le dôme, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a que 10 niveaux de profondeur de marché qui est présente. Ce qui fait qu'en fait, on peut perdre de vue, par exemple, un gros ordre qui était sur les 42,94 ici. Une fois qu'on est sorti du dôme, on ne le voit plus. Par contre, ici, on aura une continuité qui va rester. Et en fait, à cet endroit-là, ça nous permettra de repérer le prix par rapport à cette zone qui est intéressante. Donc, qui peut servir des noms de repoussoirs suivant la typologie du marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur l'Auction Vista? Il y a les absorptions aussi, ou les gros ordres. Alors, ça ne me sert pas vraiment à trader, ça me sert surtout en fait à choper des stops qui pourraient être intéressants. Typiquement dans ce cas-là, en fait, on voit qu'il y a eu pas mal d'acheteurs qui se sont présentés, le prix qui a remonté. S'il était bon, là il n'est pas remonté vraiment, donc ça ne m'intéresse pas trop. Mais s'il était remonté bien plus, à ce moment-là, ça m'aurait intéressé de voir comment se comportait le marché quand on allait revenir sur cette zone de prix, puisqu'en fait tous les gens qui se sont présentés et qui étaient acheteurs ici ont positionné des shorts un peu en dessous. À part s'ils sont long terme, mais ça on ne peut pas trop le savoir. Voilà, donc là typiquement ici on voit qu'on a des absorptions vendeuses, donc ça peut présager en fait d'un retournement du marché. Bon, faut pas trop s'y fier non plus, c'est pas une science exacte. Bon, pour moi voilà, c'est plus une aide que quelque chose sur lequel je vais décider de trader ou pas. Par contre, voilà, typiquement ici, on a un gros ordre, ça m'intéresse. D'ailleurs, en fait, immédiatement, on voit qu'ici, j'ai positionné un ordre à l'achat ici. Si jamais on peut, parce qu'en fait, il peut arriver qu'on ait des descentes violentes qui aillent tester cet ordre, qu'il le rejette immédiatement, et donc ça me permet immédiatement de prendre quelques points, un tour à 4. Avec mon bracket, normalement, je prends 4 points, et des fois, il n'a même pas eu le temps de s'afficher. Donc, pour l'Auction Vista, je crois que j'ai fait le tour. Les ordres, donc ça, c'est les ordres en cours. Alors, sur Jigsaw, il faut faire attention. Alors, soit je les ai mal configurés, soit. Enfin bon, en tout cas, moi je remarque que les prix qui sont affichés dans les closes et dans les totaux ou dans les open sont très souvent faux. D'ailleurs, vous verrez souvent en fait cliquer sur open close, ça force à rafraîchir les prix. Par contre, ce que je fais, c'est que sur la deuxième fenêtre, enfin sur mon deuxième écran, pardon, j'ai en fait mon AirTrader Pro qui est affiché avec mon compte en fait en temps réel. Ce qui fait que ça me permet de vérifier vraiment combien j'ai gagné dans la journée, combien je suis en train de risquer, de perdre, et où je me trouve par rapport à mon auto-liquidation de manière bien plus fine qu'avec Jigsaw. Ça, c'est un petit peu ce que je peux lui reprocher. Notamment quand on commence à jouer avec plusieurs contrats, là j'ai l'impression que les prix moyens sont complètement aux fraises. Mais bon. Donc voilà, donc je trade un petit peu plus avec ce qui se passe dans AirTrader. Ici, Financial Juice, ça m'a été conseillé sur le Discord de Constant, je l'ai mis là, pour l'instant ça ne sert pas à grand chose. Juste là, durant cette session, en fait, à un moment, on s'est pris une hausse assez violente. Et en fait, je me suis rendu compte 5 secondes après qu'effectivement, il y avait une news qui était tombée. Donc du coup, ça veut dire que surtout, attendez pas d'avoir une news là-dedans pour sortir du marché ou rentrer, ça sera forcément en retard. Un autre point, la fenêtre d'ordre.
Donc la fenêtre d'ordre, moi, elle me sert principalement pour savoir combien j'ai d'ordre dans le marché. Donc là, ici, je suis short de 1. En théorie, c'est quelque chose que je sais d'instinct sans aller voir à cet endroit. Mais en fait, quand je me retrouve à scalper dans une position qui est un peu compliquée, où je commence à prendre un peu de stress, on va dire, je rentre, je sors, je rentre, je sors, il m'arrive de plus trop savoir où j'en suis, donc je jette un coup d'œil là-haut. Donc en général, c'est toujours un prêt, notamment quand il y a eu des mouvements assez violents. Il peut arriver que j'ai un stop qui déclenche et un achat qui se présente tout de suite derrière parce que j'étais positionné sur un niveau de prix qui m'intéressait. Et donc là, des fois, c'est un peu compliqué de savoir où on se trouve, donc jeter un coup d'œil là-bas, ça permet de savoir immédiatement. Ça m'intéresse aussi de savoir sur quel bracket je fonctionne. Là, typiquement, sur cette session-là, en fait, je m'étais planté. D'habitude, c'est quelque chose que je configure immédiatement quand je commence ma session de trading. Là, c'était pas le cas. Donc, en fait, j'ai commencé sans bracket. Je me suis fait prendre direct. C'est parti à l'envers. Bon, là où j'étais con, c'est que j'ai pas vérifié. Ça, c'est de ma faute. Par contre, on était sur une journée qui était hyper directionnelle, donc je m'étais dit, bon, de toute façon, mon prix, je vais le revoir, j'ai mon auto-liquidation à 300, allez, die que die, ça va y aller. Donc ça a fonctionné, c'était un petit peu du petit tout double. Au pire, j'aurais perdu 300 $, ça m'aurait pas flingué, mais bon, ça m'aurait un peu gonflé. Enfin, en tout cas, ça aura arrêté la session de trading. Donc, bien surveiller ici votre type de bracket. En théorie, on trade sans bracket. Moi, j'en mets un systématiquement, parce qu'il m'arrive de rentrer et de me prendre une contre-tendance immédiatement. Donc, quand je veux travailler un stop loss un peu plus éloigné, etc., notamment si j'ai pris des gains d'abord, j'écarte le stop à la main, mais au moins, voilà, c'est une action que je fais consciemment qui est volontaire. Si je me prends une contre-tendance immédiatement, j'ai 3 ticks qui sautent, 3 ticks, je perds 37,50 €, fin de l'histoire, je passe à autre chose. Par contre, si jamais j'ai pas ce stop et que je me prends 5, 6, 10 ticks dans la tronche au moment où je rentre, bon, c'est tout de suite beaucoup plus désagréable. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs au début de cette session. On continue. Les deux tapes, donc le RTI, le Russell, le IQ, le Nasdaq, eux, ils vont surtout me servir en fait pour analyser l'environnement en fait du marché, savoir où je me trouve, c'est-à-dire où je me trouve en fait dans quel contexte. Alors là, typiquement, on voit que bon, le Nasdaq, on alterne la vente, les achats, etc. On est assez équilibré. Le RTI, on est assez acheteur pour l'instant, ça peut se retourner, on voit qu'il y a quand même quelques blocs. Bon, là, il ne se passe pas grand-chose. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est quand je vais voir des gros flashs rouges et bleus, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer des nouveaux plus hauts, des nouveaux plus bas. Et si jamais c'est pas le cas sur le S, ça vaut le coup de commencer à se préoccuper de rentrer short ou long pour aller chercher des nouveaux plus hauts, des nouveaux plus bas, parce que ça peut devenir assez violent et assez intéressant. Le power meter. Donc le power meter, lui, me sert surtout une fois que je suis rentré en ordre, enfin en position, pardon, ou quand je cherche à rentrer en position. Donc toutes les informations que le power meter affiche, c'est des informations qu'on a par ailleurs. Par contre, lui, il permet d'avoir cette espèce de sentiment de marché beaucoup plus rapidement et de retournement. Ça me permet d'éviter voilà, de plonger vraiment dans l'inside print, etc., ou dans le tape, et de prendre vraiment la température en fait de mon trade quand je suis déjà en position, ou alors quand je cherche à rentrer en position. Le tape de l'ES. Donc le tape de l'ES, lui, va me servir en fait à partir du moment typiquement, là, tiens, j'ai décidé de prendre short dans le auction Vista dans ce bracket, je vais me dire, bah tiens, je vais aller la chercher à vendre dans la zone des 4291, 4291, 50, dans cette zone-là. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand je reviens ici dans mon DOM, ce que je vais vouloir voir en fait, c'est que j'ai des acheteurs qui vont monter jusqu'à 4291. Et là, à partir de 4291, je vais voir une inversion de tape. C'est-à-dire que je vais commencer à voir des acheteurs qui rentrent lourd, le prix qui continue à monter, mais avec des acheteurs qui rentrent lourd. Donc on va sur un essoufflement. Et au moment où vraiment l'essoufflement, vraiment on voit le prix qui s'arrête et le tape qui est toujours rouge, on peut tenter une entrée short avec un stop assez court. Puisqu'en fait, ça voudra dire que si jamais le tape redevient bleu et que le prix décale vers le haut, bon, on est invalidé, ça veut dire qu'on sort du bracket, etc. Donc le tape, voilà, lui, il va me servir principalement à ça. Maintenant, le DOM à proprement parler, on va aller faire colonne par colonne. La première, donc ça c'est le PNL de l'ordre en cours. Alors, méfiance, de ce que je comprends en fait, c'est le PNL du dernier ordre en cours. Ce qui veut dire que si vous avez pris, en fait, s'il ne vous fera pas une moyenne des ordres, si vous avez plusieurs ordres qui sont rentrés, il prendra le dernier. Ce qui
veut dire qu'en fait, il comptera vos pertes si vous avez pris des pertes, des gains si vous avez pris des gains. Mais ce qui veut dire, par exemple, typiquement, que si j'avais 2 ordres et que je vendais maintenant, je me retrouverais en négatif au-dessus ici. Par contre, j'aurais pris tous les gains qui étaient associés aux deux lots. Le, le profil de la journée, enfin le volume profile de la journée, enfin de la session. Donc là ici on est en cyan. Donc le cyan ça veut dire qu'en fait on est en dehors de la value area. Donc value area, si c'est pas clair pour vous, enfin pour vous, pour toi, je conseille d'aller voir des vidéos de formation justement sur tout ce qui est volume profile. C'est hyper intéressant, c'est même assez nécessaire de connaître au moins pour la partie théorie. Après on sert, enfin, clairement moi je me sers de moins de 10% de ce que j'ai pu apprendre en volume profile, mais en tout cas c'est intéressant de savoir où on est, où on se trouve par rapport à ça, notamment quand on a des tentatives de réintégration de la value area low dans notre cas par exemple. On a souvent en fait des zones de réjection dans ce cas-là, ou alors des perforations assez violentes autour de ces niveaux. Donc c'est des niveaux qui intéressent les traders, donc il faut les surveiller. Bon, ici à l'échelle de prix, il y a des traders qui le suppriment, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'en fait ils savent pas quel niveau de prix ils tradent. Je trouve que c'est plutôt intéressant en fait, ça évite les biais. Bon, moi c'est vrai que moi j'aime savoir quand même où je me trouve dans le trade et dans la journée. On va passer à la partie milieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le inside print, si je dis pas de conneries. Le inside print, en fait, c'est tous les ordres marché qui tombent et euh, qui attaquent les liquidités en fait qui sont dans le carnet. Donc là, typiquement, on voit qu'il y a 150 des acheteurs à ce niveau, 53 à ce niveau, 30 à ce niveau, etc. Et en fait, qui viennent faire chuter en fait la quantité d'ordres disponibles dans le carnet. Donc ça permet aussi de repérer des imbalances assez balèzes. Typiquement, on est à 122,9, 122,62 là ici qui était dans cette zone. Donc ça c'était une zone où on pouvait shorter. Là typiquement voilà, on repart vers le bas. Donc un petit peu comme dans le full print. Là ici on avait pas d'imbalance, on est parfaitement équilibré. On va fouiller un peu plus haut. On est équilibré. Là ici on est une petite imbalance. Donc ça c'est le inside print. En fait moi je vais vraiment regarder ça quand je vais aller chercher surtout des micro trades ou alors je vais choper ça va me servir à invalider des trades assez rapidement, on va dire en fait. Si je vois que, je sais pas, j'ai shorté et que je commence à voir que les acheteurs ont cours, là par exemple, je commencerai à me méfier un peu. Parce que là, je vois 400 acheteurs, 246 vendeurs, je fais là, ça commence à craindre un petit peu. Là ici, je vois de ce côté qu'on commence à se retourner. Bon, le tape est toujours rouge, ok, je maintiens. Mais voilà, ça va me servir en fait à ça. Le, cette colonne aussi que j'utilise pas mal, surtout en fait pour savoir si je vais pouvoir rentrer ou pas. Euh, C'est-à-dire que si j'ai pas d'indication graphique pour le Auction Vista sur un bracket particulier, mais qu'il y a une zone de prix qui m'intéresse quand même, à ce moment-là, ça veut dire que je ne vais pas trop regarder le niveau de prix, c'est pas ça qui va m'intéresser, ça va être on va dire la psychologie des acteurs du marché. Je ne vais pas parler de psychologie des marchés, pour moi c'est tous des gens ou des gens qui ont programmé des algos en tout cas. Donc ce qui va m'intéresser en fait c'est l'état psychologique du marché et ce qu'on peut voir euh, souvent, c'est qu'en fait, on va voir en fait d'un seul coup là c'est le cas, on va voir en fait du pool énorme, c'est-à-dire que ça va être les vendeurs en fait qui retirent leur liquidité du carnet. Donc, et de l'autre côté en fait, on va voir qu'on charge énormément. Donc là ici on est en négatif, mais on peut voir que là typiquement les gens chargent, donc on peut s'attendre à ce que le prix, à ce que le prix remonte. Voilà, c'est des petites valeurs, donc il n'y a pas vraiment d'incidence. Mais quand on commence à avoir du 200, 300, 400 en rechargement, on peut se dire que le niveau va tenir et qu'on va repartir de l'autre côté, surtout si on voit du pool dans le camp en face. Donc moi, c'est ce que j'appelle en fait acheter ou vendre dans la peur. C'est-à-dire que pour moi, en fait, quand je vois du pool énorme d'un côté et du stack énorme de l'autre, je me dis, ok, les acheteurs ont pris la main, les vendeurs ont abandonné, on va décaler. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va décaler de 10 ticks, ça veut dire qu'on peut on peut tenter une entrée avec un stop loss à 2 ticks et d'aller chercher 2-3 ticks, quoi. C'est pas ça qui va faire fondamentalement un mouvement violent. Pour moi, le mouvement violent, en fait, ça sera plutôt quelque chose qu'on va aller chercher sur, sur, sur l'ambiance globale, quoi. Ça va être un contexte général. Autre chose qui pour moi est hyper importante, bien que bon là il est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est le volume profile que je vais appeler composite en fait, qui est le volume profile en fait qui est séparé donc en acheteur et vendeur.
depuis qu'on a lancé en fait la session de trading, ou du moins qu'on l'a réinitialisé. Donc là, ici, l'auction vista, là, typiquement, là, on voit qu'ici, je l'ai bien baissé pour aller voir ce qui se passe au-dessous, là. Et notamment, je vais voir apparaître les deux liquidités qui vont m'intéresser, en fait, comme des cibles potentielles à aller chercher. Typiquement, là, c'est ce qu'on voit, en fait. Je me suis positionné à cet endroit-là, en fait, où je suis sur le haut du composite volume profile, avec pour objectif ces liquidités qui sont en bas. D'ailleurs, ici, j'ai positionné immédiatement ma sortie, ou alors une entrée si jamais j'ai un whip violent qui va venir tester les 214. S'ils tiennent, en général, on a une réjection qui est assez violente aussi. Donc là, on prend 4 points immédiatement. Ça peut être intéressant aussi d'aller positionner un short, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont faire comme moi, c'est-à-dire s'acheter en fait sur cette zone, et donc on se retrouve avec un stop qui va être en dessous, et à ce moment-là, en fait, si jamais celle-là, bon, elle ne fonctionne pas, et que le prix part plus loin, on déclenche le short, et là ici, pareil, on accompagne le mouvement violent, et on récupère des titres de ce côté. Donc là, on a eu une telle descente que je me dis, il y a moyen qu'on vienne tester la zone avant de remonter, qu'on range un petit peu et qu'on redescende. Donc c'est pour ça que j'ai positionné mon achat comme ça ici. Mais j'ai surtout l'impression enfin à ce stade du moins, au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'avais surtout l'impression qu'on allait remonter, retester les anciens gros ordres qui sont dans la zone des 4283, et ensuite redescendre pour aller travailler la liquidité. Bon. Tout ça, c'est des pareils. Il faut savoir où on est, il faut savoir ce qu'on fait, notamment avec la gestion du risque et la gestion de l'argent qu'on met sur le marché. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Oui, ici, je vais revenir ici sur les volumes profile. Enfin, le composite, ce que j'appelle le composite volume profile. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit le terme qu'on lui donne dans le DOM, mais bon, c'est comme ça que je l'appelle. Lui, en fait, il va m'intéresser quand je suis en train de trader dans un bracket, il va venir confirmer, parce que bon, le DOM lui dessine un petit peu ce qu'il veut, c'est-à-dire que je sais pas, il y a peut-être 5, 10 ordres qui ont été tradés ici, 50 là, enfin tout ça on ne voit pas quoi. Là par contre ici ça va permettre de voir en fait comment le prix a été réparti en fait dans ce bracket. Là typiquement en fait le prix que j'ai positionné ici, c'est parce qu'en fait je suis à l'extrémité en fait de cette zone de prix en fait qui est intéressante. Ça veut dire qu'en fait dans cette zone, la valeur de prix est acceptée, ce qui veut dire qu'en fait il y a de grandes chances qu'on y retourne. Par contre dans cette zone là, on va être chassé. Alors soit on va être chassé vers le haut, auquel cas j'aurais tout perdu, soit on va être chassé vers le bas et on va réintégrer en fait c'est la valeur acceptée qui est dans cette zone. Donc c'est ce qui va m'intéresser typiquement quand je mets un ordre ici, c'est-à-dire qu'en fait on va venir déclencher l'ordre, peut-être aller faire une incursion d'un ou deux ticks plus loin et redescendre pour aller chercher cette zone. Moi ce qui va m'intéresser c'est de descendre beaucoup plus bas, mais il n'empêche que si jamais mon trade s'invalide, je sors au milieu dans la value area ou pour quelque part par là, mais de toute façon je sais que voilà, le prix va être aimanté dans cette zone. Voilà, c'est comme ça que je me sers de ce composite volume profile. Alors, il y a aussi une autre petite astuce, alors c'est pas une astuce, hein, c'est un truc qui est connu de tous les traders, tous les scalpers. Il va y avoir en fait ce qu'on appelle, là ici, ça c'est ce qu'on appelle un cluster. Un cluster, en fait, c'est une zone en fait qui a été fortement tradée et qui est hyper intéressante pour les gens. En tout cas, qui a été hyper intéressante à un moment ou à un autre. Donc, si on voit ce genre de cluster associé en fait à une liquidité assez importante, on peut s'en servir pour faire ce qu'on appelle du lean. Donc du lean, par exemple, si je cherche à acheter, c'est que je vais mettre mon ordre d'achat sur les 88 avec les 170 dans le dos. C'est-à-dire que si jamais j'ai un problème, j'ai 170 ordres en fait qui vont défendre mon stop, entre guillemets. Si je vois qu'il baisse et qu'il commence à péter, bon, je sors, j'aurais perdu un tick. Mais j'aurais pas ripé de 3 ticks d'un coup. On retrouve cette mécanique de prix en fait autour des clusters, puisque c'est des zones en fait qui ont été fortement tradées à un moment ou à un autre. Et ici on peut dire qu'il y avait beaucoup de vendeurs autour de cette zone. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui vont chercher à empêcher le prix de repasser au-dessus, puisqu'il deviendrait perdant à ce moment-là. Bon, clairement celui-ci il est un peu vieux, donc il a peu d'intérêt. Par contre, celui-ci là, en 831, 699, voilà, ça peut être une zone qui est intéressante, puisqu'il est encore pas trop vieille et pas trop éloigné du prix. Donc on peut se dire que cette zone-là va être défendue. Voilà. Ensuite, comment est-ce que je décide de rentrer dans un prix? Donc bah, ça va être détermination de la zone de prix qui va m'intéresser. Donc auction vista, ça permet de le faire très vite. Bah, typiquement, si je voulais rentrer short, j'irais chercher un short par ici. Bon, du coup, j'annulerais, puisque j'irais chercher un short par là ou un short par ici, ça dépend. Avec comme objectif euh, cette zone-là de liquidité. C'est ce qui m'intéresserait.
Tout ça sous couvert que le tape reste dans mon sens et que le power meter reste dans mon sens aussi. Je crois que j'ai fait grosse maille le tour. Après, bon, j'ai une dizaine de stratégies différentes que j'ai notées dans un coin. Si ça intéresse, je pourrais en parler plus tard. Grosse maille, ce qui paye, à mon sens, c'est le lean. Donc le lean, c'est enfin, ce que j'appelle le lean, peut-être que je me plante aussi là aussi. Typiquement, ça va être d'acheter sur un 221. Alors, oui et non. Qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans une journée qui est hyper baissière. Il y a un moment, là, plus tôt dans la journée, enfin plutôt dans la session, j'ai remonté en fait tout le DOM pour voir justement d'où on était parti jusqu'où on était allé. Donc clairement, il y a un momentum baissier qui est monstrueux. Donc là, si je vais chercher un ligne sur cette zone, par exemple, chose que j'ai pas fait ici, mais mettons que je me lance dans cette idée, j'irai chercher 2 ticks de profit, pas plus, puisque je sais que le marché est hyper baissier. Ça serait complètement insensé de se dire tiens, je vais prendre ici puis je vais aller chercher 50 points. Enfin, pourquoi pas, hein, mais enfin, moi, c'est pas ce que je tenterais. Par contre, ici, clairement, j'irais faire du lean sur des zones de prix vendeuses, enfin, sur des liquidités vendeuses hyper importantes. Là, ça m'intéresserait beaucoup plus. Donc voilà, donc ça pour moi, ça c'est des stratégies qui fonctionnent. La chasse au stop, derrière ces grosses liquidités, typiquement là sur le 237 et le 258, moi je mettrais un stop. Je chercherai à vendre les stops derrière, parce qu'on a des mouvements qui sont hyper violents quand ça cède. D'autant plus en fait, là c'est encore pas trop le cas. Parce qu'en fait on s'aperçoit que le prix on l'a pas attaqué encore, et d'ailleurs ça se voit ici dans le composite profile, on n'est pas encore descendu tester cette liquidité. Ce qui va être intéressant en fait en chasse au stop, c'est quand on sera allé taper deux, trois fois la liquidité sans réussir à la casser. Et là du coup en fait ce qui peut se passer, alors soit le prix remonte et on n'y revient plus jamais, soit le prix revient et il y a un gros intervenant, ça commence à lui casser les pieds, lui il aimerait bien pouvoir aller chercher du pognon un peu plus bas, et il va smasher la liquidité. Donc c'est assez impressionnant à voir. On a un décalage de prix qui est assez dingue. Donc là on se prend 4-5 points tranquille sans avoir rien fait. Des fois on n'a même pas le temps de voir les ordres s'afficher, c'est parti quoi. Donc ça m'est pas arrivé sur cette session, par contre de mémoire jeudi. Jeudi comme ça j'ai pris 50 points, j'ai même pas vu l'ordre s'afficher à l'écran. C'est pour ça aussi que je recommande le bracket, parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a eu effectivement un décalage violent de 6 ticks, donc moi j'en ai pris 4 sur les 6, ça me va bien. Par contre, on est remonté de 6 ticks dans l'autre sens immédiatement après. Après, on est redescendu, on a repris la tendance baissière, mais le mouvement, en fait, la descente et la remontée a été aussi rapide dans un sens que dans l'autre. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Si éventuellement il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je ne suis pas un grand expert, ça fait pas longtemps que je me suis mis là-dedans, mais j'essaie de faire profiter de ce que j'ai pu apprendre et de ce qui fonctionne pour moi. Voilà. Et merci pour avoir suivi cette explication, et puis bon week-end.